Et si vous étiez bloqué dans une voiture, obligé de conduire sans vous arrêter pendant 24 heures d'affilée? Est-ce que vous allez vous endormir, développer une maladie étrange, avoir des effets inattendus sur votre corps ou votre cerveau? Approchez-vous mes carassins dorés et je vais vous montrer les nombreuses conséquences de la conduite non-stop aussi longtemps. Déjà, on va voir comment notre corps réagit après seulement 10 minutes puis 2 heures de conduite. Je vous révélerai des infos vraiment flippantes sur les longs trajets en voiture et on verra aussi des accidents et des records impressionnants avec 12 et 24 heures à conduire non-stop. Mais on commence directement avec les 10 premières minutes à conduire. Bon, par contre, vous le voyez, mais là, notre cobaye, Gustave, il n'a pas de bagnole. Donc, c'est peut-être l'occasion parfaite pour tester la motorisation e-Power de Nissan, qui est le partenaire du jour. e-Power, c'est une nouvelle motorisation innovante et unique sur le marché des voitures hybrides. En gros, vous avez un moteur thermique qui alimente un moteur électrique. Et c'est uniquement ce moteur électrique qui fait tourner les roues. Mais là, pas de panique, Gustave, tu vas pas non plus perdre du temps à recharger ta bagnole. Déjà, avec e-Power, la batterie se recharge intelligemment quand on freine, ce qui permet par exemple de réduire la consommation de carburant, de gagner en autonomie et donc d'émettre moins de CO2. Et le reste du temps, c'est le moteur thermique qui fournit l'énergie. Autrement dit, avec e-Power, il n'y a pas besoin de brancher la voiture pour la recharger en électricité. Mais pour rouler pendant 24 heures, Gustave va avoir besoin d'une voiture avec une grande autonomie, ça c'est clair. Et ça tombe bien puisque avec le Nissan Qashqai e-Power, elle a 1000 km d'autonomie. Et tant qu'à faire, là, notre cobaye aimerait aussi que sa voiture soit la plus confortable possible. Et ça, c'est possible parce que, encore une fois, avec le e-Power, le démarrage est instantané, il est sans bruit et l'accélération est fluide. Bref, ce sont les mêmes sensations de conduite qu'un véhicule électrique. Et avec l'e-Pedal Step, ça permet de conduire et de freiner grâce à une seule pédale. Et là, attention, mais avec toutes ces fonctions, il faut quand même continuer évidemment à conduire avec prudence. Voilà, respecter le code de la route, faire des pauses régulièrement, rester concentré et attentif. Clairement, en conduisant pendant 24 heures non-stop, Gustave va vous montrer ce qu'il faut surtout pas faire. Et d'ailleurs, vu que il va faire des trucs un peu dangereux, on va pas lui filer la Nissan. On va plutôt lui donner une vieille caisse basique. Déjà, pour commencer, faut que je vous raconte une anecdote vraiment ridicule qui se passe en 2017. En fait, c'est celle d'un jeune Français qui a le permis depuis quelques mois. Là, il vient d'acheter sa bagnole et surtout de recevoir les papiers de l'assurance. Donc ça y est, il peut faire enfin son premier trajet, tout seul comme un grand. Et là, il roule même pas 10 minutes, un peu comme notre cobaye Gustave d'ailleurs. Et là, bam, dans une intersection, il touche la voiture devant, heureusement pas très fort. Donc il recule un peu pour se dégager, sauf que de nouveau, il percute la voiture de derrière. Et là, en 10 minutes de conduite, il réussit à abîmer 3 voitures en comptant la sienne. À ce moment-là, il est en état de stress et de panique, tu m'étonnes. Les voitures, un peu partout, commencent à arriver, ça crée un embouteillage dans l'intersection. Il finit par remplir le premier constat à l'amiable et en plus, il va payer parce que son assurance lui met un malus. Bref, du coup, il a tout gagné. C'est hyper ridicule comme situation et pourtant, c'est loin d'être une exception. En fait, les 3/4 des accidents mortels ont lieu sur un trajet quotidien et de courte durée, entre la maison et le travail, à l'école pour les enfants ou alors au supermarché. Du coup, là, notre cobaye, il a intérêt à être très vigilant dès le départ. D'ailleurs, en fait, l'accident, c'est souvent provoqué par un excès de confiance. En gros, le conducteur, il pense que c'est bon, tout va bien parce qu'il l'a fait des centaines de fois. Et ça, c'est arrivé à Clément, un conducteur qui raconte son expérience et où ça s'est pas bien passé. Comme tous les lundis, je commence tôt. 6h30, je suis déjà sur la route. Je bâille et je sens mes paupières lourdes, alors j'ouvre un peu la fenêtre. 10 minutes plus tard, je ferme les yeux malgré moi. Je sens une vibration dans le volant, c'est la bande blanche sur le côté. J'ouvre les yeux et je donne un coup de volant par réflexe pour revenir sur la route. La voiture dérape, puis trou noir. Je me sens faire des tonneaux, puis je me réveille dans un camion de pompiers. Je me disais que ça ne m'arriverait jamais. Pourtant, ce jour-là, mes 2 filles auraient pu perdre leur papa. Mais après, sur les petits trajets du style, le danger il peut aussi venir des autres. Comme par exemple avec cet accident spectaculaire qui s'est produit il y a quelques mois en Californie. En fait, un couple dormait tranquillement dans leur maison en pleine nuit et tout à coup, ils ont été réveillés par un tremblement de terre. Enfin, ça c'est ce qu'ils ont pensé au début. Du coup, ils se sont levés pour aller voir et là, quand tout à coup, ils tombent nez à nez avec une voiture qui est encastrée au premier étage de leur maison. En fait, c'était 4 jeunes qui se sont amusés à rouler à toute vitesse. Là, ils ont alors heurté le trottoir, la voiture a carrément décollé. Elle a volé par-dessus un canal et elle a atterri sur la maison. Ça faisait beaucoup de coïncidences quand même. Bon, les 4 ados ont été blessés, mais aucun n'est mort. Bref, tout ça pour dire qu'un accident de la route, ça peut arriver en moins de 10 minutes, même après que vous ayez le permis. Nous, on va maintenant voir les dangers sur les trajets un peu plus longs. Bon, en 2020, des chercheurs normands ont mené une petite étude sur 40 automobilistes. Il y a eu 40 cobayes qui ont d'abord conduit pendant 2 heures dans un simulateur de conduite, sachant que les nuits précédentes, ils avaient bien dormi, donc ils étaient reposés. Pourtant, à la fin des 2 heures, ils ont tous eu une baisse de vigilance. Ils étaient moins attentifs, Je n'en peux plus, je suis en bout du rouleau, j'ai envie de rentrer, me foutre mes savates et terminer bonsoir. Ensuite, il y a eu une pause et on a réparti les cobayes en 3 catégories. Il y a ceux qui devaient rester assis et éveillés, il y a ceux qui pouvaient faire une petite sieste dans un lit, et il y a ceux qui pouvaient faire une sieste sur
un siège de voiture. Puis hop là, on les a tous remis pour 2 heures supplémentaires de conduite dans un simulateur. Et à la fin, les résultats étaient simples, c'est que les cobayes qui ont fait une sieste étaient plus vigilants de 20% que les autres. Et sans surprise, ceux qui n'ont pas dormi ont accumulé bien plus de fatigue. Et donc ils ont commis jusqu'à 80% d'erreurs de conduite de plus que les autres. Des erreurs comme dévier un peu de la trajectoire ou mettre plus de temps à réagir. Et donc le genre de petites fautes qui augmentent évidemment le risque d'accident. Sachant que les chercheurs, ils ont repéré des petits signaux qui leur permettent de savoir que la fatigue va arriver. Comme par exemple si vous bâillez ou vous changez de plus en plus de posture. Ou alors si vous avez la nuque raide, les paupières lourdes, des difficultés à maintenir le regard sur la route. Tout ça, c'est mauvais signe. Du coup, vos yeux vont alors commencer à picoter, votre cerveau montre des signes de déconcentration. Du coup, si vous repérez ces signes-là, même avant 2 heures, faites une pause. Ou alors changez de conducteur, quoi. Sachant que si vous faites une petite sieste, les experts préconisent quand même une durée d'au moins 15 minutes. Donc une micro-sieste, quoi. Et là, vous le voyez, mais notre cobaye, Gustave, au bout de 2 heures, il commence aussi à fatiguer. Sauf que pas de chance pour lui, mais pour le bien de l'expérience, il n'aura pas le droit aux pauses. Comme ça, évidemment, on verra ce que ça fait de conduire vraiment pendant 24 heures non-stop. Mais bon, pour éviter la tentation de repousser vos pauses, mettez au moins des alarmes toutes les 2 heures. Dès que ça sonne, faut vous arrêter sur la prochaine aire d'autoroute. Sauf si vous êtes atteint d'amaxophobie. En fait, c'est la peur extrême et irrationnelle de conduire un véhicule, en particulier sur les autoroutes. J'ai des crises d'angoisse dès que je dois prendre l'autoroute seul. C'est un véritable calvaire car à chaque fois, je cherche un autre itinéraire via les petites routes. Des fois, ça double carrément la durée de mon trajet. En fait, ce qui m'angoisse, c'est de ne pas pouvoir m'arrêter si jamais il arrive quelque chose. Je me sens coincé sur une autoroute. J'ai ma moite, des palpitations, l'impression de faire un malaise. Alors c'est une vraie phobie et typiquement ça peut apparaître après que vous ayez fait un accident de la route. Pour d'autres, ça apparaît sans aucune raison apparente. En tout cas, quand vous êtes jeune conducteur, il y a plus de chances que vous l'ayez. Et les symptômes peuvent être plus ou moins forts. Par exemple, certains vont avoir le cœur qui se met à battre hyper vite, ou bien avoir des vertiges, une boule dans la gorge, se sentir très oppressé, transpirer, etc. Mais une autre personne atteinte de cette phobie, par exemple, raconte qu'elle est incapable d'aller voir sa mère qui habite à seulement 37 km. Parce qu'elle a peur de prendre la route. Mais en vrai, contrairement à ce qu'on peut penser, il y a plus d'accidents mortels sur les routes départementales que sur les autoroutes. Notamment parce que les autoroutes, en vrai, c'est quand même optimisé pour maximiser la sécurité. Mais bon, malgré tout, chaque jour, en moyenne en France, il y a 9 personnes qui meurent sur les routes. Et si vous êtes un homme, c'est un peu plus préoccupant. Parce que 80% des gens qui sont impliqués dans des accidents mortels, sont des hommes. Après, quand on dit que les femmes conduisent moins bien, là, c'est pas trop le cas, quoi. Mais bon, pour vérifier si notre cobaye va partir en sucette, on continue avec 6 heures de conduite non-stop. Après 6 heures de route, là, vous allez commencer à avoir vraiment besoin d'aller aux chiottes. En tout cas, là, c'est ce qui arrive à notre cobaye Gustave. Mais bon, dans cette situation, toute personne normale fera au moins une mini-pause, le temps d'aller se soulager. Sauf peut-être si vous vous appelez Louis Mattard. En fait, lui, c'est un Américain et en 1952, il a traversé les États-Unis à bord de sa Cadillac sans jamais s'arrêter. Du coup, en gros, c'est simple, de San Diego à New York, il y a 10 000 km et il a roulé pendant une semaine non-stop sans aucune pause. Là, vous dites comment il a fait. Déjà, petit hack, mais ils étaient 3 à se relayer sans jamais arrêter la voiture. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment, il y en a un, il lâche le volant, l'autre, il va le récupérer. Allez, passez-moi le volant! Ensuite, il y a aussi un camion-citerne qui venait remplir le réservoir d'essence pendant que la voiture roulait. Et surtout, Louis Mattard, il avait complètement personnalisé sa bagnole. Il y avait une fontaine à eau fraîche, une douche, un rasoir, un mini-bar à évier, une machine à laver, un fer à repasser et même des chiottes. Tout ça dans la voiture. Et Louis pouvait même changer un pneu de sa voiture pendant que la voiture roulait. Sachant que le projet complet lui avait coûté à l'époque 75 000 $. Bon, malheureusement, notre cobaye, là, vous le voyez clairement, mais il n'a pas tout cet équipement. Et du coup, il va devoir improviser pour faire ses besoins. Et donc, après 6 heures de conduite, à force de rester dans la même position, le corps finit par s'engourdir, quoi. Vous avez les jambes lourdes, des fourmillements, des douleurs dans le dos, la tête qui pèse. Votre cerveau fatigue à force de rester concentré. Ce qui fait que vous mettez plus de temps à prendre une décision. Vous avez plus de mal à estimer les distances ou même les vitesses. Bref, ça va pas, quoi. Et si vous avez déjà conduit sur un long trajet, vous avez probablement déjà eu ce qu'on appelle les micro-sommeils. Autrement dit, vous vous endormez pendant quelques secondes sans vous en rendre compte. En quelques secondes, vous êtes plus là, quoi. Alors que votre voiture, elle peut rouler à 120. Après, ça, c'est différent de s'endormir simplement au volant. C'est un autre truc dont on parlera après. En fait, lors d'un micro-sommeil, on peut avoir les yeux ouverts, mais le cerveau ne traite plus les informations correctement. Par exemple, en 2010, un journaliste français s'est prêté à une petite expérience un peu ludique. En fait, il a été équipé de plein d'électrodes par des experts du sommeil, et ces électrodes pouvaient détecter précisément les différents états entre l'éveil, la somnolence, le sommeil, etc. Puis après une bonne nuit de repos, il a pris sa voiture pour faire un Paris-Nice, soit à peu près 930 km ou 9 heures de route. Et sur le trajet, il a respecté toutes les consignes de sécurité. Faire des pauses toutes les 2 heures, respecter les limites de vitesse, des repas légers, etc. Pourtant, malgré ça, les électrodes ont détecté que le journaliste a dormi 11 minutes au total, sans même qu'il s'en rende compte. En fait, il a eu à peu près 8 périodes de micro-sommeil qui ont duré entre quelques secondes et 2 minutes 30. En gros, le cerveau était vraiment déconnecté, il était en pilotage automatique pendant 24 km. T'avais pas envie d'être devant lui, quoi. J'aime pas
Comme tu conduis, je sais pas, j'ai pas confiance. Comme vous le savez, mais à 130 km/h, on parcourt 200 mètres en 5 secondes. Ce qui fait que à cette vitesse-là, les accidents provoqués sont souvent très graves et le conducteur n'a souvent pas le temps de freiner avant la collision. Le truc, c'est que plus on est fatigué, plus on risque d'avoir des micro-sommeils. Et le risque va augmenter encore plus si la route est monotone, ou alors s'il y a peu de trafic ou qu'il fait nuit. Et du coup, le seul moyen de lutter contre la somnolence, c'est faire des pauses et des siestes. Par contre, si vous ouvrez la fenêtre, que vous parlez à un passager, que vous écoutez de la musique, ça suffit pas. Après, depuis quelques années, je sais pas si vous savez, mais on peut s'aider avec des lunettes connectées. En gros, elles vont analyser en temps réel des petits signaux qui vont montrer si vous êtes endormi ou réveillé, notamment au niveau de vos yeux. Et à partir de ça, elles vont classer votre niveau d'endormissement de 1 à 5. Et quand vous êtes à 4 ou 5, les lunettes se mettent à biper et il y a des LED rouges qui vont clignoter pour un peu vous secouer, quoi. Hein? Bref, dès les premiers signes de somnolence, en théorie, le conducteur doit quand même s'arrêter, quoi. Si vous le faites pas, les risques d'avoir un accident dans la demi-heure sont multipliés par 4. Mais évidemment, c'est pas comme ça que ça va se passer avec Gustave, puisque nous allons poursuivre et nous allons passer à 12 heures de conduite non-stop. Bon, en France, si vous roulez pendant 12 heures, vous allez croiser plein de coins sympas pour vous arrêter, comme des aires de repos ou de pique-nique, des villes, des parcs. Mais il y a des endroits dans le monde où, même si vous roulez pendant 12 heures d'affilée, vous pouvez tout à fait rien croiser. Notamment dans ce qu'on appelle le outback australien. En fait, c'est une grande zone désertique et inhabitée en Australie. Par exemple, un Australien a raconté qu'il a roulé pendant 12 heures d'affilée sans croiser aucune ville. Et à ce moment-là, il n'y avait pas le choix, faut traverser toute la zone d'un coup. Alors, il précise quand même qu'il avait fait des stocks d'eau, de la nourriture ou même des livres audio. Et il faisait régulièrement des petites pauses sur le bord de la route pour marcher et dormir un peu. Et justement, notre cobaye Gustave a aussi prévu des stocks d'eau et de nourriture pour la route. Il a droit, hein. Il a droit, on n'a pas dit le contraire. Par contre, le seul truc qu'il peut pas, c'est s'arrêter. Donc le seul moyen pour lui, c'est de bouffer en conduisant. Et en vrai, après 12 heures de route, il y a quand même de fortes chances pour que la nuit soit tombée. Et là, faut faire attention puisque la nuit, il y a plus d'accidents. Et en vrai, ça s'explique très simplement parce qu'il y a moins de lumière et donc moins de visibilité. Et en plus, les conducteurs prennent plus de risques parce qu'ils sont un peu plus pressés pour rentrer chez eux. En tout cas, après 12 heures de conduite, qu'il fasse nuit ou jour, clairement, votre corps prend un peu plus cher. Vous avez des douleurs dans les épaules, dans le dos, dans les jambes, dans les yeux. Là, votre cerveau lutte de toutes ses forces pour rester concentré et repousser l'envie de dormir. Et vous entrez alors dans un niveau de fatigue extrême qui peut alors entraîner des hallucinations. Je fais régulièrement des allers-retours de 12 heures en voiture. Les hallucinations ont commencé alors qu'il faisait noir dehors, vers 4 heures du matin. Tout à coup, j'ai vu une étrange montagne au loin. Puis cette montagne a eu une bouche humaine et je me suis vue en train de conduire à l'intérieur. J'ai paniqué et j'ai freiné en plein milieu de l'autoroute. Je pensais que j'étais juste fatiguée, mais ça a recommencé les fois d'après. Encore des hallucinations, comme si les ombres bougeaient et que ma voiture rétrécissait. Sans en dire trop, vous verrez que dans la dernière partie, il y a un autre phénomène encore plus dangereux qui peut se produire. De notre côté, il se trouve que les camionneurs ont souvent en fait des hallucinations en conduisant trop longtemps. D'ailleurs, certaines hallucinations sont devenues très célèbres, notamment la légende du chien noir. Il s'agirait d'un chien noir menaçant qui apparaît au milieu de la route au camionneur épuisé. Alors certains disent que c'est un présage de mort et qu'il faut immédiatement quitter la route et aller dormir. Le sinistros, je l'affirme. Après, bien sûr, ces hallucinations rendent la conduite extrêmement dangereuse. Et elles sont plus fréquentes de nuit, notamment parce qu'il fait noir et qu'on est plus fatigué. D'ailleurs, en parlant de fatigue, récemment, des scientifiques ont étudié les effets du manque de sommeil sur la conduite. Ils ont alors recruté 25 conducteurs en bonne santé, et pendant une semaine, ils devaient dormir normalement. Mais la dernière nuit, ils ont eu le droit qu'à une demi-nuit. Ils devaient dormir 2 fois moins, en gros. Et ensuite, ils les ont fait conduire sur un simulateur de conduite réaliste. Et résultat, quasiment un quart des cobayes ont eu un accident sur le simulateur. Du coup, même si vous aviez bien dormi avant, il suffit d'une seule nuit où vous avez mal dormi ou pas assez pour augmenter par 6 le risque d'accident sur la route. D'ailleurs, étonnamment, ou pas en fait, mais le manque de sommeil, ça provoque les mêmes effets négatifs que l'alcool. Et typiquement, si vous restez 17 heures actif, de suite, réveillé donc, c'est comme si vous aviez 0,5 g d'alcool dans le sang, soit à peu près 2-3 verres d'alcool. J'ai jamais cru que j'étais un verre de 2 grammes. Bon après, évidemment, vous n'avez pas vraiment d'alcool dans le sang, mais dans les faits, en tout cas, votre niveau d'attention et de concentration baisse. Vous avez aussi moins de réflexes, vous êtes plus maladroit, plus lent à réagir. Encore une fois, le risque d'accident augmente énormément. Alors pour notre cobaye qui conduit depuis 12 heures sans aucune pause, là il a de la chance d'être encore en vie. Mais justement, on passe à notre ultime étape avec 24 heures de conduite non-stop. Alors je vais vous raconter l'histoire d'un Français qui va souvent au Portugal en voiture. Et généralement, il met plus ou moins 20 heures en fonction des bouchons. Mais il dit qu'une fois, il a conduit d'une traite entre le bout du Portugal et Paris, soit à peu près 2200 km en 22 heures, tout seul et avec très peu de pause. Alors heureusement, il est arrivé sain et sauf, mais ça c'est pas le cas pour tous ceux qui font ce long trajet. Tous les ans, je vais au Portugal en voiture avec mon conjoint. J'ai toujours peur qu'il s'endorme au volant parce qu'on roule surtout la nuit. Et justement, une année c'est arrivé. Il s'est endormi et la voiture a fait plusieurs tonneaux. Quand j'ai rouvert les yeux, j'ai vu toute
toutes nos affaires étalées sur la route. Mon conjoint était inconscient et couvert de sang. Ma jambe me faisait très mal. J'ai essayé de sortir pour appeler à l'aide, mais ma porte était bloquée. Je nous ai imaginé mourir là, coincés dans notre voiture, sans rien pouvoir faire. Pour elle, plusieurs voitures sont passées devant l'accident, mais aucune ne s'est arrêtée. Heureusement, à un moment, il y a quand même un chauffeur de poids lourd qui leur est venu en aide. Bon, vous le savez, mais quand il n'y a pas d'accident, en moyenne, on roule à 120 km/h sur une autoroute. Donc, en théorie, si on conduit pendant 24 heures d'affilée, sans aucune pause, sans aucun péage et compagnie, on peut parcourir pratiquement 2900 km. Ce qui fait que, en 24 heures, Gustave pourrait tout à fait faire un Paris-Moscou ou même un Paris-Istanbul. Et ça, c'est d'ailleurs le principe des 24 heures du Mans, donc vous savez, la course automobile super connue. Et là, le principe est tout bête, le véhicule qui parcourt la plus longue distance en 24 heures remporte la victoire. Et dedans, ils sont 3 pilotes à se relayer par voiture, avec pour objectif de rouler aussi vite que possible. Et en 2024, des gagnants ont parcouru 4237 km. Mais le record ultime, il date de 2010 avec 5410 km en 24 heures. Sachant que c'est à peu près la distance en voiture entre Paris et Le Caire, ou même un aller-retour entre Lyon et Athènes. Mais bon, en vrai, rouler plus vite, ça sert pas à grand chose, notamment sur les distances habituelles. Par exemple, sur un trajet de 100 km sur l'autoroute, rouler à 130 au lieu de 120, ça vous fait gagner même pas 4 minutes à la fin. Par contre, ça augmente de quasiment 20% votre risque d'avoir un accident. Donc en vrai, c'est pas si rentable que ça. Sachant que un tiers des décès sur la route sont dus à une vitesse trop élevée. En fait, c'est la première cause de mortalité, quoi. Et ça s'explique par le fait que plus on va vite et plus on fatigue rapidement. Il y a plus d'informations à gérer et notre cerveau, il finit par être saturé. Mais bon, malgré tous ces effets dangereux, en 2004, un Français de 51 ans a réalisé un record d'endurance. Et ça, c'était dans le cadre du Téléthon, puisqu'il avait conduit une voiture pendant 80 heures. Et il prenait seulement 5 minutes de pause par heure. Alors bien sûr, pour mettre en danger personne, il roulait sur un petit circuit fermé. Mais bon, il a quand même réussi à tenir 4 jours et 3 nuits sans dormir. Mais pour ça, il a quand même été un peu aidé par une équipe de 36 personnes. En tout cas, à partir de 24 heures de conduite non-stop, le corps atteint un niveau d'épuisement extrême. La fatigue est alors démultipliée. Et là, les effets sont alors comparables à une privation de sommeil totale, comme si vous étiez en insomnie depuis plusieurs jours. En gros, votre cerveau déconnecte, il ne vous reste plus aucun réflexe. Et finalement, l'épuisement provoque un blackout. Après 9 ans à bosser comme un dingue, je suis entré en burn-out. Le psychiatre m'a dit « Monsieur, vous avez 5000 heures de sommeil en retard. Vous êtes épuisé. » 2 mois après mon arrêt, j'ai perdu pied dans ma bagnole. Blackout total. Une sorte de mini AVC à cause de la fatigue. Je savais pas ce que je faisais dans ma bagnole, ni d'où je venais, ni où j'allais. J'ai mis un quart d'heure à réaliser que je partais voir mon fils qui venait de naître 2 jours plus tôt. Vous n'avez plus aucun contrôle sur votre véhicule, et là, forcément, c'est l'accident. Un peu comme justement en 95 aux 24 heures du Mans. Et ça a alors été considéré comme l'un des accidents les plus graves de l'histoire du sport automobile. L'histoire est toute simple. En fin de journée, un pilote a percuté une autre voiture à environ 280 km/h. La voiture est allée s'encastrer dans l'autre bagnole et a explosé au niveau des spectateurs. Le bilan final a été alors de 84 morts et de 120 blessés. Et ça, hélas, c'est le sort qui attend notre pauvre Gustave. Parce qu'après 24 heures à conduire non-stop, il finit par avoir un accident mortel. Sachant que chaque année, les accidents de la route coûtent environ 50 milliards d'euros à la France. Et c'est d'ailleurs la première cause de mortalité chez les 15-24 ans. Du coup, je le rappelle, ça mange pas de pain. Respectez bien les limitations de vitesse, faites autant de pauses que possible, conduisez quand vous êtes reposé, n'utilisez pas votre téléphone portable, bref, soyez zen. Et bien voilà la Poiscaille. Alors si vous avez déjà eu des accidents de la route ou des mauvaises expériences du genre, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Je vous avoue que moi, première fois que j'ai eu ma bagnole, je l'ai bien défoncé dans un parking. C'était un gros modèle, mais je l'ai bien rayé de tous les côtés, ça lui a fait depuis des branchies quoi en fait. C'est devenu un poisson en fait. Et sinon, merci encore à Nissan de nous avoir accompagnés sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous a fait kiffer, et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.